Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Bonjour, bonjour et merci de nous rejoindre. Et oui, nous vous souhaitons justement une matinée, un démarrage plein de fraîcheur et aussi de découvrir en notre compagnie certaines couleurs et certaines nuances de notre Algérie qui évolue à grands pas. Donc aujourd'hui, justement, nous parlerons de cette évolution à travers une expérience inédite, un concours qui a été lancé en faveur des chercheurs et des équipes de recherche en particulier. Un concours initié par l'association Agir en partenariat avec l'Envredette, cette institution qu'on présentera davantage tout à l'heure, et qui a mis en valeur, bien sûr, les recherches en ressources hydriques. Le détail, ce sera tout à l'heure avec nos invités, mais également les lauréats du concours. Restez avec nous, surtout pour les parents, car voilà, il y a pour vous un rendez-vous incontournable avec notre psychologue Aïda Mechri, qui aujourd'hui va vous donner toutes les orientations et les conseils relatifs au décrochage scolaire sur les étapes, les différentes étapes du cursus, justement depuis la première enfance jusqu'à l'adolescence. Donc restez avec nous pour de plus amples conseils avec Aïda Mechri. Mesdames et messieurs, aujourd'hui dans notre édition de Bonjour d'Algérie, nous allons vous faire découvrir un artiste, en l'occurrence Ben Osman Islam. Ben Osman Islam n'a plus, comment dire, le bois n'a plus de secret pour lui. C'est un passionné de pêche, un passionné d'art culinaire, mais surtout un passionné d'art et de design. On va découvrir son parcours tout à l'heure en sa présence. Et puis, nous aurons le plaisir de rester toujours dans cette poésie, dans l'artistique, avec Lamis Saïdi, auteure et poétesse, également traductrice. Elle vient justement, elle intervient aujourd'hui à l'occasion de la journée mondiale de la traduction. Voilà qui est dit pour le meilleur de cette édition préparée par Amel Olmi. Et tout de suite, bien sûr, vous attendez tous ce moment, les nouvelles du ciel avec Amel Laribi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, Aynama Kuntum. Bonjour Amel. Bonjour Nadia. Ça va? Ça va, ça démarre. Ah, j'aime pas quand vous rigolez. J'aime pas quand je trébuche sur un mot et que vous rigolez. Ça y est, ça me frustre. Oui, non, pas du tout, mais non. Non, mais moi aussi je rigole. Ah bah oui, je suis pas sérieuse. On a tous des moments de... Je suis pas sérieuse, ça nous arrive tous au démarrage. On trouve pas le mot, des fois, on trouve pas le mot. Hein. Sinon ça va? Ça va, merci. Bien. Très bien, ouais. Prête pour nous donner le meilleur des nouvelles du ciel? Oui. Allez-y alors. Merci Nadia. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien pour aujourd'hui, on aura un ciel plutôt brumeux en ce début de matinée avec des nuages bas mais près des côtes ouest, puis le ciel restera dégagé à peu nuageux sur les côtes ouest et centre, des passages nuageux par contre denses sur les côtes est pouvant occasionner quelques pluies durant la journée, partiellement voilées sur les hauts plateaux de l'ouest et l'est avec des foyers orageux sur les Aurès, également des passages nuageux sur l'intérieur centre avec des orages qui peuvent donner quelques pluies locales en fin d'après-midi. La moitié sud, eh bien le ciel restera partiellement voilé vers le Bécharoua et le Nord Sahara, avec une tendance orageuse sur le Nord Sahara, mais ailleurs le soleil sera bel et bien au rendez-vous, avec toutefois des zones de sable, cette fois-ci l'extrême sud et tout au long des frontières algéro-maliennes. Les températures, quant à elles, eh bien, elles sont plutôt agréables pour la saison. Le maximum 32 degrés du côté d'Albeya, 31 Tlemcen, Tiaret, 30 degrés à Oran, 29 à Alger, 27 à Annaba et Constantine, 26 degrés à Batna, 29 à Djelfa, au sud 32 degrés du côté de Djanet, 33 vers Tamanrasset, Biskra, 38 Gardaya, 38 également Béchar, 42 degrés le maximum Tindouf, Adrar et Salah, en passant par les 40 degrés vers Borj Bedjimourtad. La mer aujourd'hui, eh bien, elle restera peu agitée. Sur les côtes centre mais agitées, sur les côtes ouest et est, les vents souffleront entre 30 et 50 km/h sur les côtes ouest et centre et 20 à 30 km/h sur les côtes est du secteur nord-ouest. Et on termine ce bulletin avec l'éphéméride. Pour aujourd'hui, eh bien, le soleil se couchera vers 18h32 et pour davantage d'informations, vous avez les sites de Météo Algérie. Passez une excellente matinée avec la suite des programmes sur Canal Algérie et à tout à l'heure midi.
La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Merci beaucoup, Amel. Moi que merci. Je le dis toujours que vous êtes une grande mélomane. Aujourd'hui, bien sûr, nous aurons l'occasion dans Bonjour d'Algérie, à l'instar de certains programmes de notre télévision, de revenir sur une date anniversaire un peu triste. Oui, Allah yarhamou. La disparition de Hasni, Hasni, Allah yarhamou, effectivement, l'idole des jeunes. Ah oui, oui. Il franchement. continue comme ça de séduire la jeune génération qui ne l'a pas connu pourtant. Exactement, oui. Hein. Il fredonne quand même ses chansons. Hein. Et les plus vieux aussi. D'accord. Voilà, je salue d'ici ma mère qui Ah, est d'accord. fan de cet artiste. Voilà, c'est une personne Surtout notre âgée, ils sont génération, nombreux. Notre génération, n'en parlons pas, parce Oui, que oui. vraiment nous avons connu cette époque où l'ascension de Hasni a marqué les esprits. Exactement, ses voilà. paroles, franchement. Plus de 300 titres, plus de 300 tubes, mais chaque chanson qui sortait de cette Mais on de ces ressentait, tripes, voilà. la chanson. Donc, happez l'attention et séduisez très vite la Ah jeunesse. oui, franchement, oui. Voilà, on vient, bien sûr, c'est une grande perte, l'occasion. hein. Franchement, c'est une grande Il est perte. parti très vite, trop Et très tôt, jeune aussi. Très jeune. Très jeune. Et donc, évocation à travers vraiment une chanson de Hasni tout de suite. Din da 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 da, day da 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 da, da da ba 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 ba, day 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 da 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 da, da 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 ba ba ba, da ba 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 da da da, la 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 la.
C'est toujours très agréable de retrouver là, cette voix qui nous a marqué, une voix puissante, mixée à des paroles vraiment judicieuses, très triées au volet. Donc des paroles puissantes également de Hasni et des mélodies qui nous marqueront à jamais. Donc c'est une légende, hein, Aïda. Ah, ça restera à vie. Oui. Une jeunesse qui Oui. était là, et une parole d'amour, un lien, une force, c'est extraordinaire. Beaucoup Rabbi de yarhamou. sensibilité. Ouais, un vrai artiste. Le roi du sentimental, on disait avant. Et donc Hasni nous avait quitté trop vite. Là, c'était, on voyait la séquence de sa dernière scène. C'était à l'occasion de la fête de l'indépendance. Et le public, ce soir-là, l'avait attendu jusqu'au petit matin. Absolument. Donc c'était son public. Ils ont attendu patiemment et après, la foule s'est réveillée d'un seul coup. Et c'est le témoignage de beaucoup d'artistes qui étaient présents sur place. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Voilà l'empreinte d'un artiste, hein. C'est ça, Absolument. une traçabilité, un parcours, un chemin. Et voilà, ça reste l'une des belles images de beaucoup d'artistes qu'on a perdus. Et Rabbi yarhamhum. Oui, Voilà. Rabbi yarhamhum. Merci beaucoup d'être avec nous, donc Aïda. Je disais que plaisir. c'était vraiment un rendez-vous à ne pas manquer quand on est parent, surtout par rapport à la thématique que vous avez choisi aujourd'hui, vous avez choisi aujourd'hui d'offrir des orientations, des conseils aux parents quant au décrochage scolaire. Moi, je dirais que c'est une problématique du jour, hein, une inquiétude qui est là, des parents qui s'inquiètent. C'est pas évident, hein. La scolarité des enfants, de plus en plus, ça devient un peu plus compliqué. D'un côté parce qu'on est devenu plus exigeant, on cherche la réussite à tout prix, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans le cadre, l'accompagnement de l'élève lui-même et l'institution scolaire. De l'autre parce qu'on prend conscience un tout petit peu des difficultés de l'enfant lui-même dans l'apprentissage, sa personne, la relation avec l'autre, la dynamique des élèves entre eux. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui nous invite à parler, reparler, discuter, partager, expliquer à ces mamans qui n'ont pas probablement le contexte, ils n'ont pas le savoir, le relais pour pouvoir vraiment trouver les bonnes phrases, Et c'est vrai. les vraies attitudes à accompagner l'enfant. C'est vrai, Aïda Machi, les enfants décrochent pour une raison. Parfois, ça peut être une cause à rechercher qui pourrait être un problème de santé. Un problème de vue peut faire qu'un enfant décroche, régresse. Moi, je dirais, En gros. si vous me permettez, moi je dirais que voilà, dans le parcours scolaire, il y a plusieurs symptômes, beaucoup de signes comme ça qui nous glissent un tout petit peu des différentes lectures, hein, et beaucoup de causes. Décrocher, c'est vraiment arriver à un seuil où l'enfant vraiment quitte l'établissement scolaire ou le système éducatif pour vraiment se retrouver dans un autre monde d'adolescence, un monde là où il ne peut pas vraiment intégrer un cadre de travail, de formation, de travail. Et pourquoi moi, je prends le temps de pouvoir définir bien les choses parce qu'il y a un échec, il y a un redoublement probablement, il y a des moments difficiles, il y a un petit retard scolaire. Tous ces concepts qui nous accompagnent nous expliquent qu'il y a quelque chose qui ne va pas à l'école. Ou Et à souvent- la maison aussi. Absolument. Ça pourrait être aussi Oui. la cause Oui. aussi d'un décrochage. Et c'est pour ça que, allez, si on prend le temps de bien lire, pourquoi on attend le cycle des devoirs et des examens pour pouvoir dire il a réussi, il n'a pas réussi? Ça commence maintenant, ça commence déjà d'emblée dans la première relation qui s'installe. Si mon enfant... Voilà, on va commencer comme ça d'emblée pour dire s'il n'est pas heureux, il n'est pas content, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire qu'il faut s'arrêter pour mieux lire, pour l'écouter, pour voir de près. Alors, je S'il reviens à n'est pas votre... pressé d'aller à l'école, s'il cherche des excuses pour manquer son cours, tout ça, ce sont des signes vraiment révélateurs qu'il faut prendre en considération, n'est-ce pas? Oui, j'ajouterai des mots de tête, voilà une boule comme ça à la gorge, une migraine, il va dire, voilà, des J'ai de la petits fièvre, symptômes, maman, je pars de pas la aujourd'hui. fièvre, voilà, il y a beaucoup de choses comme ça qui fait que... Mais aussi, il y a une colère, hein, il est là à refuser d'emblée, il instaure son agressivité, sa violence pour pouvoir dire non, je vais pas, je refuse, je. Alors, je reviens à votre proposition qui était, est-ce que ces problèmes santé? Oui, c'est dans la santé, on peut retrouver des signes. Un enfant qui écoute mal, a besoin spécifique,
spécifique, un enfant où, là où on n'a pas détecté un degré d'handicap ou un malaise particulier, peut-être une piste là où il n'arrive pas à accrocher. On l'écoute pas ou peu, on ne le voit pas, on ne l'aide pas à partager, à accrocher. De l'autre, il y a des enfants dyslexiques alors, et, moi, et on ne les j'arrive. détecte pas facilement. Très bien. Mais avant d'arriver à ça, parce que ça, c'est une grande partie, Oui. on doit la souligner aussi avec un feutre rouge pour expliquer à la maman qu'il n'est pas paresseux, il ne veut pas et tout ça. Non, 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 non. Il y a beaucoup de choses à lire. Moi, je dirais, alors, si je prends la porte d'entrée comme ça, un refus, probablement qu'il y a une phobie scolaire qui se cache derrière. Phobie, ça veut dire une maladie, un vécu de l'enfant qui est là derrière ses idées. Il peut imaginer que s'il part à l'école, il va perdre ses parents, une idée noire dans sa tête. Il y a quelque chose qui l'angoisse, pas une peur de quelque chose de très palpable, mais une angoisse de séparation. Voilà, Elle le cordon ombilical est difficile à Voilà, arracher. on peut le retrouver d'emblée avec les débuts, avec les premiers pas de sa scolarité. Donc voilà, il n'arrive pas vraiment à décrocher. Comme on peut retrouver des enfants ou là, des élèves qui ont fait déjà un parcours, plusieurs années, ils s'attendent du jour au lendemain. On ne sait pas comment le symptôme comme ça tombe parce que c'est une structure, c'est un fonctionnement de la personnalité qui fait que voilà, il va inventer, il va lire, il va vivre des idées noires dans sa tête qu'il faut vraiment prendre en considération, l'accompagner, consulter rapidement pour ne pas laisser ce vide, ne pas laisser cette angoisse prendre de l'ampleur parce qu'il va finir par vraiment refuser d'emblée avec force tout ça. De l'autre, moi je reviens à ces troubles de l'apprentissage. Vous avez parlé de la dyslexie, il y a des enfants qui ont des troubles de l'apprentissage. Des troubles, ça, c'est neurologique, c'est plus fort que, c'est voilà, des enfants qui inversent la lettre. Alors, au lieu d'écrire BA comme ça, EBI, donc BA, ils ont un mécanisme qui fait que dans l'écoute, le regard, et il écrit, il y a quelque chose qui ne va pas. Dans le système de l'apprentissage lui-même, si on va dire que c'est neurologique, on est en train de communiquer ensemble et on a des outils, on va dire que ce système ne fonctionne pas et ne fonctionne pas, il y a une défaillance. C'est pour ça qu'on parle des dysfonctionnements et c'est pour ça qu'il faut vraiment consulter et palper. Et ça veut dire faire les tests. C'est comme un trouble ou symptôme organique. Si on a de la fièvre, angine, tout ça, on fait un bilan sanguin, on fait une consultation, peut-être un cliché thoracique pour pouvoir vraiment lire un tout petit peu ce qu'il y a de pathologique. La Donc, santé mentale. qui peut aider donc les parents dans ce cas-là? La santé mentale, elle a ses propres professionnels. Qui peut aider? D'abord, il y a une motivation et il y a quelque chose de nous-mêmes. Parce que je comprends comme maman, papa, qu'ils n'arrivent pas à calculer. Ils n'arrivent pas, parce que si on a dit dyslexie, ça c'est un sens, c'est une lecture, mais on a la dysorthographie, on a la dyscalculie, on a la dyspraxie, et chaque trouble, il a son repère. Un enfant qui n'a pas, il est maladroit, voilà, dyspraxie, voilà, il calcule pas la force des bras pour pouvoir vraiment vous balancer une feuille, stylo, donc il le jette soit très haut, trop bas. Et donc, ça peut être mal perçu et hop, voilà. au propice pour une voilà. bagarre à l'école. Et voilà, et souvent, voilà, on l'encaisse comme un enfant maladroit, mais lui, il est victime d'un trouble qu'il faut vraiment palper, détecter. Un enfant qui n'a pas la capacité d'ajouter des chiffres, d'éliminer, même si on lui explique avec des cuillères à la maison, avec la maman qui fait l'effort de lui expliquer par des bonbons, des pommes. Des exemples concrets. Voilà. Et pourquoi il n'arrive pas comme ça? Il est intelligent ailleurs, donc ils ont une intelligence très visible, ils sont très très bien, mais voilà, il y a quelque chose, ça passe mal dans ce sens. C'est pour ça que moi je conseille qui peut aider. Ben, il y a des professionnels de la santé mentale qu'il faut vraiment consulter, des pédopsychiatres, des psychologues, des éducateurs, des orthophonistes qui peuvent vraiment nous aider dans le langage, dans l'apprentissage, à lire, à souligner le symptôme. Il ne faut pas attendre vraiment le premier trimestre avec son échec pour pouvoir vraiment chercher, palper, et puis voilà. Et j'imagine que vous recommandez certainement, docteur, que de ne pas trop brusquer l'enfant qui a ce type de problème. Il ne faut pas le pousser jusqu'à ses limites. Moi, je dirais d'emblée, un enfant qui ne peut pas réussir, qui n'accroche pas, qui trouve des difficultés, il est vulnérable, il a besoin d'aide.
Si on va vraiment mettre de la pression parce qu'on n'a pas le temps, on travaille, on est dépassé, parce que voilà, on a d'autres charges, parce qu'on ne comprend pas, on n'a pas vécu de la même chose. Souvent, les mamans, papas projettent ça sur le reste de leurs enfants. Alors, ton frère n'était pas comme ça, ton cousin n'est pas comme ça, pourquoi ça marche à l'école et ça ne marche pas ici? Il y a beaucoup de choses qui font qu'on fait abstraction et on donne pas, on ne met pas les bonnes phrases et on ne cherche pas, on ne creuse pas, on n'accompagne pas. Et voilà, du jour J, Donc examen. Il ne faut jamais comparer, il faut vraiment prendre l'enfant comme il est, l'aider, l'accompagner. C'est le rôle d'un parent, effectivement. C'est un apprentissage. Et l'école également. Être parent, c'est apprendre à écouter, à ramasser son angoisse, son anxiété, sa peur. Voilà, ça tire dans tous les sens. Il n'a pas encore les repères, il refuse de s'habiller seul, de s'autonomiser, de monter dans le voiture. Vous avez le parcours de combattant et ça hurle et ça clash. Et j'imagine je crois qu'il faut revenir à donner ce goût, cette envie d'aller à l'école. Absolument. Justement, comment aider les parents à travers les différents paliers justement du cursus scolaire? Parce que j'imagine que les causes et les raisons sont différentes d'un âge à l'autre. Oui. On a la prime enfance et puis après les enfants scolarisés, c'est peut-être un autre contexte. Et puis après l'adolescence, c'est différent. Donc parlons palier par palier. Allez, on va les séparer en trois. Quel beau parcours. Vous m'invitez vraiment à parler de beaucoup de choses qui nous touchent de près dans notre cadre de travail. Oui. Vous savez, les conflits familiaux, souvent, nous on dit l'enfant, le petit enfant ne comprend pas, il est dans son monde, dans sa coquille, et puis ils jouent, ils ont un théâtralisme, une magie comme ça, de faire semblant, il est là, mais ils calquent tout, ils sont intelligents, ils comprennent un tout petit peu. Les conflits familiaux dans le couple, dans la famille, quand ça clash, les phrases, les tatas, belle-sœur, belle-mère, il y a beaucoup de choses comme ça dans la dynamique de famille qui fait que probablement, dans beaucoup de situations, l'enfant a peur de perdre l'un de ses parents. Il est là à vouloir rester vraiment à la maison pour s'assurer que voilà, tout va bien. Ou les enfants très proches de leur maman actuellement, il y a beaucoup un lien très fort, vous l'avez bien dit, le cordon ombilical, qu'ils essayent un peu de rassurer les mamans et d'être là et de l'écouter. Maman, tout va bien, je suis là, et par un sourire, par un non-dit. Et souvent, il faut faire très attention parce que eux ne placent pas. Chez l'adulte, le conflit est vital. On n'est pas très d'accord, mais vous savez, c'est un équilibre de force. Oui, voilà, je m'impose. Ça pimente la vie, disons. Exactement. Mais chez nous, ça peut donner d'autres lectures. C'est pour ça que probablement, il faut vraiment le lire dans la profondeur. Les relations avec l'enfant, je ne t'aime pas. Souvent, les mamans, voilà, tu as fait bêtise, voilà, je vais te donner au voisin, je souligne un tout petit peu les enfants de la Kefela, qui sont là. Vous savez, ça existe aussi, pas la maman biologique, mais les parents qui ont accompagné des enfants, qui ont éduqué, qui ont pris le soin de vraiment aider un enfant et de l'intégrer dans leur... construire sa personnalité. Voilà. Et bien souvent, dans les angoisses, les moments difficiles, tout ça, on peut dire des phrases qui peuvent être cruelles pour le vécu de l'enfant. Ils ne se rendent pas compte, parce que vous savez, la colère, elle prend le dessus, on ne se rend pas compte qu'on a dit des phrases qui peuvent menacer l'enfant. De l'autre, vous savez, un enfant, il peut vivre beaucoup de choses. Un enfant peut vivre de l'harcèlement à l'école. Comment il peut prendre une place. Souvent, dans notre éducation, on apprend peu et peut-être on ne prend pas le temps d'expliquer à nos enfants comment il fait pour tisser le lien, prendre sa place seul, s'autonomiser, convaincre l'autre, dire stop. Comment il peut vraiment calculer ce lien d'amitié, on va dire. Se protéger en quelque sorte. Grosso modo, comme ça, c'est ses amis à l'école. Mais de l'intérieur, non. Mais il y a toujours des brebis galeuses comme ça qui peuvent vous empoisonner votre quotidien à l'école, effectivement. Et c'est pour ça qu'il faut souligner l'harcèlement. Il faut souligner là où l'enfant il est victime d'un harcèlement parce qu'il est différent, parce que sa couleur des cheveux, sa peau, son langage, la région d'où il vient, par exemple, dans les petites jalousies peuvent faire aussi ressurgir ce type de comportement, effectivement. Vous savez, il y a beaucoup d'enfants comme ça, et surtout si on se rapproche un tout petit peu, on avance, l'image du corps, l'image des objets, voilà, j'ai un cartable à tel prix, j'ai une veste, mon papa telle voiture, dans le cadre économique, social. Électronique plus avancé que le j'ai un portable, tablette, aujourd'hui l'une des causes, et vous m'invitez vraiment à voir de l'un comment les
petit bambin comme ça parle un tout petit peu de ça. De l'autre, les écrans avec l'addiction et ce phénomène aussi. Hein. Et vous avez beaucoup travaillé sur cette thématique et vous savez combien que c'est important. Oui, en fait, voilà, il peut y avoir des situations où les personnes les plus défavorisées à l'école puissent subir justement ce comportement un peu de vantardise et de, voilà, les enfants peuvent se vanter d'une situation sociale un peu, voilà, les plus nantis. Ils sont cruels, voilà, les enfants ils sont entre eux. cruels, voilà, parfois, oui, bon, moi je suis plus riche, toi t'es pauvre. Oui. Et cet enfant peut aussi avoir envie de ne plus de décrocher, de ne plus aller à C'est l'école pour ça. parce qu'il n'a pas les mêmes conditions ou parce qu'il n'est pas, voilà, dans les mêmes, voilà. Familiaux, économiques et Faveurs. social, voilà, ça vient d'une simple phrase. C'est pour ça que la réparation vient de là. Si on va dire la parentalité, c'est un apprentissage, on vient pas du jour au nombre pour dire que je suis la meilleure maman et il y a pas de meilleure maman et les meilleurs papas. Il y a tout simplement ce qu'on peut donner est suffisamment bon. Donc voilà. L'amour qu'il faut, et voilà, dans un équilibre là où on rate des trucs, mais voilà, il faut pas vraiment être vraiment très très dur. Mais de l'autre, il y a un contexte dans lequel il faut pas vraiment faire abstraction, qu'il faut vraiment le voir de très près, que probablement il nous semble qu'on a éduqué nos enfants et on leur a donné ce qu'il faut. Mais dans le cursus et dans l'apprentissage et dans le vécu des enfants, ça change d'une génération à l'autre. Comment préparer les enfants à ce type de situation, Aïda Mechri? Moi, je dirais que c'est à travers des échanges. Est-ce qu'il faut le faire par le biais de l'humour? Est-ce qu'il faut être rassurant? Est-ce qu'il faut expliquer la situation sociale à un enfant moi, ou je dirais, un adolescent pour l'aider à supporter? Regarde. Comment faut-il faire? Alors regarde, si on prend le principe comme ça d'éduquer nos enfants sur quelque chose de basique qui est d'abord de comprendre que tout ce qui est principe, ça ne change pas dans les temps. Principe, il ne faut pas voler, il faut dire la vérité, comment vraiment travailler, accompagner nos enfants, le respect d'un adulte, ça ne change pas. Donc vraiment, il n'y a pas de doute dans tout ce qui est principe à transmettre à nos enfants. De l'autre, dans les compétences, ça change. Il ne faut pas qu'on reste focalisé sur nos propres expériences, là où c'était vraiment très différent. C'est pour ça que éduquer nos enfants dans leur apprentissage et dans leur éducation, dans leurs compétences, ça varie d'une génération à l'autre. Rabbu awladakum li zaman ghayri zamanikum. Et ça, c'est un travail qui vient chez les parents eux-mêmes, dans lesquels on peut écouter les enfants, mais d'un autre angle et d'un autre regard. Il faut faire l'effort de voir nos enfants, comment on peut leur donner un tout petit peu cette force pour pouvoir vraiment courir, apprendre, prendre cette place, s'habiller autrement. Vous savez, hein, ça ne sert absolument à rien de leur dicter un tout petit peu une couleur, un style, tout ça, là où... Ou de céder toujours au chantage malgré des difficultés. Oui, c'est pour ça que si on essaye de les éduquer, ça commence déjà d'emblée par nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on a raté? Comment on peut voir cette nouvelle génération dans l'écoute, l'échange, les habits, l'alimentation? Vous savez, ça a beaucoup changé, même y compris dans la nourriture. Comment on peut vraiment leur inculquer tout ce qui est principe? Et ça, il faut qu'on soit très ferme, et c'est le vrai héritage de famille culturelle, l'identité, les racines, la famille, le lien, la force, tout ça. De l'autre, ses propres compétences, il a besoin de théâtre, de présence, de parole. Mais de l'autre, il faut vraiment qu'on arrive à écouter. Si moi, je n'ai pas la capacité d'écouter l'autre, on ne saura jamais trouver la bonne porte d'entrée. Et ça, on le vit dans les couples, nous adultes. Hein. C'est dans l'échange. Je ne prends pas le temps de comprendre comment Radia fonctionne et qu'est-ce qu'elle veut et comment elle désire et comment elle instaure son cadre de travail. Je ne trouverai jamais le compromis parce que c'est une co-construction. Et à partir de là, j'invite les parents à arrêter comme ça de bousiller, de piétiner. Ils le font avec bon cœur pour ne pas les culpabiliser. Ils le font parce qu'ils veulent réussir. Ils veulent la réussite de leurs enfants, mais il faut s'arrêter pour vraiment écouter l'enfant dans sa propre difficulté. Et justement, chaque enfant a
lui un don caché, Oui. une valeur, une prédisposition à un art, à un sport. Faut-il encourager justement pour un équilibre, pour apporter un équilibre en cas de décrochage, faut-il encourager ses hobbies, ses aptitudes? Moi, je dirais que c'est primordial. Si lui, il passe par un moment difficile, et là, peut-être qu'on arrive un peu à l'adolescence avec ses crises, avec le bouleversement du corps, avec tout ce qu'il peut vivre. Si l'enfant, il décroche qu'il y a un problème de motivation, qu'il y a un problème relationnel avec les enseignants, l'institution, une relation amoureuse aussi, alors on va dire, il déprime un tout petit peu, ou une petite dépression invisible comme ça, il refuse de sortir, de voir l'autre, Alors, oui, c'est à ce moment-là vraiment qu'il faut vraiment l'accompagner pour pouvoir vraiment lire et vraiment comprendre comment on pourra l'aider à retrouver ce plaisir dans tout ce qui peut être activité en parallèle. Très bien. Pourquoi on détruit quelque chose là où ça lui donne de l'amour et de lui donne la force de pouvoir exister? Et on a vu des enfants qui refusent de faire les devoirs, préfèrent faire un peu de guitare parce que voilà, Ou jouer le foot, jouer du tennis, les ateliers de peinture, ils sont là à faire des travaux manuels avec force. On a vu, ils brillent comme pas possible. Mais à l'école, voilà, ça clash un tout petit peu. L'erreur est de casser un tout petit peu tout ce monde qui peut lui donner du plaisir. Et voilà, ça peut l'aider à rééquilibrer. Absolument. De garder une bonne estime de soi, de garder un bon espace là où on peut l'applaudir pour lui dire bravo, il faut le dire, aimer, lui dire que tu es excellent. Le meilleur. Il faut encourager, n'hésitez pas à aimer vos enfants et à les accompagner, et les rassurer surtout. Merci infiniment Aïda Mechli. Donc on vous retrouvera dès la semaine prochaine. Inch'Allah, avec plaisir. Le jeudi prochain pour Inch'Allah. une autre orientation et un conseil ô combien précieux. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À vous de même, merci bien. Après ce moment agréable passé avec notre chroniqueuse, donc Aïda Mechli, je vous propose tout de suite une virée du côté de Tipaza, une immersion dans un musée très riche en termes de patrimoine, en termes de sculpture, de mosaïque. Il s'agit d'un musée qui nous est visité aujourd'hui par Raouf Hamouche. L'emplacement est majestueux. Situé dans l'ancienne ville de Mauritanie, nous sommes au cœur du musée archéologique national de la ville de Tipaza. Érigé en 1955, le musée recèle de véritables trésors reflétant des pages de l'histoire de la région et de la préhistoire. En pénétrant dans la salle d'exposition, le visiteur se retrouve face à ce sarcophage en marbre qui raconte une scène de l'histoire de la Grèce antique. Tous les objets exposés ici proviennent des fouilles effectuées sur les deux principaux sites de la ville. L'un est situé à l'est, autour de la basilique, l'autre à l'ouest, contenant les principaux vestiges relatifs à la vie civile et religieuse de cette époque. Ce musée laisse le visiteur admiratif devant la diversité et la beauté des pièces et objets exposés, notamment l'exceptionnelle collection de verres antiques qui figure parmi les plus belles de tout le Maghreb. Les Carthage sont établis à Tipaza au 5e siècle avant Jésus-Christ pour ensuite fonder plusieurs comptoirs commerciaux. Nous avons pu retracer la vie quotidienne de cette civilisation grâce aux objets et pièces retrouvées lors des fouilles. Un musée témoin d'une époque et d'une civilisation qui a marqué l'histoire méditerranéenne et qui vaut véritablement le détour. Et tout de suite, nous passons à la thématique suivante dans notre matinale. J'espère que vous passez de bons moments en notre compagnie. Aujourd'hui, nous vous proposons tout à l'heure de parler d'un concours ô combien important, puisqu'il s'agit de valoriser les efforts des chercheurs en matière de ressources hydriques. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Rafiq Delibey, chef de département de valorisation à l'Ambredette, qui est cette agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique. Bonjour, madame. Merci d'être avec nous ce matin. Merci beaucoup. Bonjour madame. Ravi d'être avec vous.
Merci pour cette initiative. J'imagine votre satisfaction suite à cette collaboration. Vous avez collaboré avec une association très dynamique qui œuvre aussi dans le même sens, Agir en l'occurrence, pour instaurer ce concours que vous avez déjà accompagné par le passé. Tout à fait, madame. Bon, je vérifie, ce n'est pas une association, c'est une agence. C'est une Agir agence, quand oui. même, qui agit sur agence intégrée des ressources en eau. Oui. Alors, je vais parler de notre agence, bien sûr. C'est l'Envredette. Donc, c'est une agence qui a accompagné Agir pour la réalisation et la concrétisation de ce concours. Donc, un peu bref aperçu sur l'agence, si vous permettez, madame. Avec plaisir. C'est l'objectif un petit peu bien, ce matin. merci beaucoup. Donc, Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique. Donc, par abréviation, Envredette. C'est une agence qui est sous tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Elle est l'unique en Algérie. C'est une agence nationale et elle est EPIC. Elle a donc une autonomie financière. Donc EPIC, c'est entreprise, établissement public à caractère industriel. Ça nous laisse de l'initiative. Voilà, on est un peu plus libre. Donc, si je la résume, c'est une passerelle entre le monde de la recherche et le monde socio-économique. Donc, j'explique, le monde de la recherche, c'est tout acteur qui est actif dans la recherche, pas spécialement l'université ou centre de recherche. Ça peut être aussi des indépendants. Et le monde socio-économique, c'est l'entreprise, c'est l'entité qui veut acquérir la technologie, la recherche et les résultats de recherche. Je vais vous interrompre tout de suite, Monsieur Delibey. Le temps d'avoir en direct, justement ce matin, la première lauréate de ce concours, parce qu'en fait, ses obligations ne lui permettront pas d'être avec nous tout à l'heure. Donc, on est très heureux de recevoir donc, notre lauréate du premier prix à ce concours. Bienvenue. Bonjour. Oui, c'est nous qui vous transmettons toutes nos félicitations. Donc félicitations et bravo d'avoir justement été à la tête de ce podium, donc avec votre équipe, parce qu'en fait c'est un travail d'équipe qui a abouti à ce résultat, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est un travail d'équipe effectivement. Alors une équipe qui est composée de 3 membres, moi-même, c'est Roïd Hamdaoui du même laboratoire du génie de l'environnement à l'université Baji Moukhtar Al-Naba, et Dr Naoufil Haddour, notre partenaire du laboratoire Ampère. Très bien. Donc, est-ce qu'on peut situer justement l'objet de l'intérêt de votre recherche par rapport à ce concours? Pourquoi est-ce qu'il a gravi cette étape du concours? C'est parce que vraiment, ça revêt un intérêt important. Vous avez travaillé sur les déchets, il me semble. Tout à fait, oui. Il me semble que l'une des raisons qui ont fait que nous avons pu remporter le premier prix, c'est aussi les indicateurs de maturation du projet, car l'un des critères de ce concours était que la recherche ait avancé à un certain stade de démonstration de résultats. Et effectivement, ce projet-là, qui exploite les déchets exclusivement comme intrant du procédé, a pu atteindre un niveau de maturation TRL5, c'est-à-dire de pilotage pour ce qui est de la technique de traitement tertiaire des eaux, qui utilise au fait les déchets agricoles et les déchets ferreux exclusivement comme intrants du procédé, sans recours ni à une énergie externe ni à un produit chimique ajouté. Et par ailleurs, nous avons aussi atteint un niveau de maturation TRL3, c'est-à-dire démontrable au laboratoire, pour ce qui est de la technique de pyrolyse solaire qui permet au fait de valoriser les déchets agricoles pour en faire des biofertilisants, des biocarburants, mais aussi des biomatériaux poreux qui permettent le traitement tertiaire. Très bien, donc vous avez développé des procédés qui vous ont aidé à aboutir à ces résultats, n'est-ce pas, Madame Kauthar Qarboua? Tout à fait, oui. Tout a commencé en 2019, où l'idée a été mise en route, en commençant d'abord par, évidemment, des essais à échelle laboratoire et surtout des travaux de modélisation et de simulation, car
Tout cela a été accompagné de travaux de modélisation numérique, codage et simulation, ce qui a permis d'aller vite vers des résultats mis à l'échelle. Et c'est d'ailleurs un outil qui a permis aussi de concurrencer les autres projets lors de ce concours, il me semble. Et puis, en évoluant dans le procédé, nous avons pu publier d'innombrables publications scientifiques dans des journaux de renommée, chose aussi qui a servi comme indicateur de maturation du projet. Et nous sommes en phase de préparation, brevet à déposer, Inch'Allah, pour le procédé proprement dit, avant d'aller vers d'autres publications. On vous souhaite toute la réussite. J'aimerais avoir vos impressions après le concours. Donc, l'équipe au sein de l'université de Annaba, quel est le ressentiment actuellement? Les collègues sont fiers, émus et évidemment, tout le monde est assez content de ces résultats. Nous sommes aussi très agréablement surpris par la qualité de l'organisation du concours cette édition, car je l'ai d'ailleurs dit le jour de la délibération, ça a été très bien organisé en matière de timing et en matière de préparation, de coaching. Il y a eu une séance de coaching, comme l'a certainement souligné Lanvredette, pour orienter les candidats. Ça a été très bénéfique en toute sincérité, donc je salue par cette occasion Lanvredette pour l'organisation. Eh bien voilà, il est présent, donc il a reçu votre message. Merci. Je vous remercie d'avoir été avec nous, Madame Kauthar Kerboua, à partir de Annaba. Donc je rappelle que vous êtes docteur et enseignante à l'école supérieure des techniques industrielles, et aussi vous faites partie de cette équipe qui vous a accompagné donc, au sein du centre de recherche de l'université de Annaba. Merci encore une fois et bravo, félicitations à toute l'équipe et à l'université de Annaba. Donc voilà un exemple concret. Oui, voilà, une satisfaction, une équipe qui trouve un relais auprès de Lanvredette. On était en train d'expliquer un peu les missions de cette agence. Que vous dirigez. Tout à fait. Donc, comme je l'ai dit, c'est une passerelle. Donc c'est ça le rôle principal. Et nous avons quand même pas mal de missions, telles que détection des projets innovants. Au niveau des universités, des laboratoires, les centres de recherche et même en dehors de ces institutions. Nous avons aussi, ça veut dire qu'une des missions, c'est de dynamiser un peu le secteur de l'enseignement supérieur. C'est la plus grosse part, elle est à l'université. Nous avons aussi comme mission de promouvoir l'innovation, c'est important. Et voilà, donc il y a pas mal de missions, j'ai cité quelques-uns. Nous avons aussi des objectifs à atteindre. C'est de valoriser bien sûr le potentiel qu'on a en matière d'innovation, de chercheurs. Oui. Parmi ces objectifs, la création d'entreprises. Voilà, favoriser un petit peu un soufflet comme ça de la volonté aux entrepreneurs. Bien sûr, on ne fait que ça. Et les aider, les aiguiller et les orienter, j'imagine. C'est un accompagnement qu'on fait qui est très complexe pour aboutir à la création, je dirais, entreprises innovantes. C'est pour qu'il y ait des startups ou pas start-up, mais c'est des entreprises innovantes. Et il y a aussi un des objectifs principaux, c'est de sortir de la dépendance des hydrocarbures. Très important. Oui. Donc l'innovation, c'est le badil. Et puis c'est vrai que c'est d'actualité, on parle beaucoup de l'eau. On parle de l'eau actuellement, c'est au cœur de toutes les préoccupations. Dès qu'il y a une sécheresse, on réfléchit à des solutions, à des voies justement de secours pour une gestion aussi appropriée de cette ressource qui est importante. Donc Lanvredette a eu cette initiative louable, accompagnée bien sûr par l'association Agir. Donc, et là, vous avez prévu justement un accompagnement à ces lauréats justement du concours, et ils vont bénéficier de certains avantages, on peut les citer. Très bien, donc je reviens un tout petit peu en arrière. Donc Agir a eu ça veut dire que c'est son concours, elle est à sa 3e édition et Lanvredette a participé 2 fois. Donc la 2e et la 3e édition, on était présents.
La deuxième, elle était globale. La troisième... Ouverte au grand public, contrairement à celle-ci, qui est spécifique. Voilà, mais ça veut dire le sujet de l'eau, il y est. Mais seulement, la première, c'était vague. La deuxième, c'était ciblé, c'était les laboratoires de recherche et les équipes de recherche. Donc, le cas, ça veut dire que l'Envedette a mis les conditions d'accès et tout suivant leurs exigences, bien sûr. Et bon, ils ont eu quand même, ils ont été félicités et récompensés lors du salon du Polytech, Polytech, oui. Au CIC. Oui. Donc, ils ont été honorés par des prix. Et notre directrice générale, c'est-à-dire lors de la cérémonie, a annoncé que ces 3 projets, soit 3 porteurs de projets avec l'équipe, vont bénéficier d'un accompagnement et d'une formation. Donc un accompagnement au niveau des incubateurs et d'une formation spécifique en innovation. Oui. Voilà. Madame Kauter-Kerbois, tout à l'heure, citait le brevetage de leur recherche ou de la... Donc, vous aussi, vous veillez au grain par rapport à la protection intellectuelle de tous ces projets. Tout à fait, madame, tout à fait. Ça veut dire que c'est vrai qu'elle a parlé du brevet, elle a parlé aussi de l'échelle TRL, peut-être il y a certains qui ne connaissent pas. Technological Readiness Level, c'est une échelle de maturation du projet. Donc, nous, on se base sur cette échelle pour dire tel projet il est mature ou pas. Donc, on a de 1 jusqu'à 9. Le projet, il est au niveau 5. Et niveau 5, généralement, il y a brevet. Oui. Donc nous, lorsqu'il y a brevet, c'est encore mieux. S'il n'y a pas de brevet, on est là pour accompagner à déposer leur brevet. Et pourtant, ils étaient nombreux, hein, vraiment, à se mettre en lice pour ce concours. Ils étaient très nombreux. Il y a eu une présélection, une deuxième étape, donc avec presque une 50aine de candidats qui ont été retenus pour la dernière phase. Je donne quelques chiffres très rapidement. Il y avait 94 projets qui ont été déposés. On a fait une présélection. Généralement, on a des projets qui ne répondent pas aux critères. Oui. Donc, on a fait la première sélection, c'était juste la forme. Comme par hasard, c'était 50% pile. Donc, 47 projets ont été retenus. Voilà, la moitié. Voilà, et ces 47 projets, on a soumis aux experts. C'est les membres du jury, il est composé d'experts, des personnes de haut niveau, du ministère des Ressources en eau et de la Sécurité hydrique, de l'Envedette, de la propriété intellectuelle, donc pour pouvoir valider. Et donc ça a été très très difficile, ça a pris 2 jours. C'est la première fois qu'on fait un événement, enfin une sélection sur 2 jours, parce qu'il y avait beaucoup de projets. Et tous les projets se valent. Chaque projet avait son importance. Tous les projets se valent, sincèrement. Excellent. Mais il y a le jury qui est là, qui est expert et qui est autonome. On prend la crème de la crème, c'est normal dans un concours. C'était très difficile de trancher, et même si on voit par exemple le classement final, les notes, elles étaient des questions de centièmes. Donc ce n'était pas vraiment des écarts. Donc tous les projets, je répète, se valent. Donc on va rappeler un peu le palmarès de ce concours. La première place donc, a été attribuée à cette équipe de recherche de Annaba, dirigée par le docteur Kauter-Kerbois. Et puis il y a eu Eloued en seconde place. L'université d'Eloued, oui. Monsieur, bon, vous savez, il y avait tellement beaucoup de projets, on n'arrive pas à retenir les noms. Oui, alors donc il y a Monsieur Atia. Monsieur Atia Abdelmelek. Oui. Et le troisième, bon, Atia avec son équipe, donc il y a beaucoup de personnes dans le groupe. Il y a aussi... Ils ont également travaillé sur les eaux usées. Hein. Ils ont aussi développé un process d'exploitation des eaux usées en faveur justement de l'agriculture. Exactement, oui. C'était, bon, Zamouche, c'était le projet utilise la géothermie. Oui, voilà, avec le procédé géothermique. Voilà, pour récupérer les vapeurs et tout. Et le troisième, c'était Zamouche, Zerdazi, Rania. C'était un projet, elle récupère un peu, elle appelle ça les eaux blanches. D'accord. Ce sont des eaux qu'on jette après traitement de tout ce qui est produits laitiers. Le lait, fromage, yaourt et tout. Donc cette eau-là, elle est très riche en vitamines, le lactose et tout. Donc elle récupère cette eau et elle sera réutilisée pour l'irrigation, pour... Ce sont quand même des recherches très ingénieuses et qui peuvent aider justement au développement de l'agriculture chez nous, au développement aussi de la gestion des ressources hydriques dans les régions les plus enclavées. Ça peut être une bonne ressource pour les agriculteurs. Bien sûr, madame, parce que imaginez 2% par là, 2% par là, 3% par là. Donc tout ça, si on fait le total, on calcule, c'est une récupération quand même très importante.
des eaux usées, des eaux qu'on rejette. Donc, grâce à ces technologies, on arrive quand même à récupérer un maximum. Hein. Oui, excellent. Donc, en tout cas, merci d'avoir permis aux téléspectateurs de Bonjour d'Algérie aujourd'hui de découvrir un peu l'Envredette, cette institution. Donc, on le disait tout à l'heure, qui a en charge la promotion justement des projets innovants. C'est l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique. Donc, c'était à l'occasion de ce concours lancé récemment. Donc, en faveur des projets de recherche en eau. Donc, Monsieur Rafiq Delibey, que dire à la fin de cette rencontre? Eh bien, tout simplement, par rapport au concours, nous étions vraiment, c'était un travail très très dur. Nous étions très contents des résultats, sincèrement. Et dire par rapport à l'agence, c'est que cette agence existe depuis depuis 98. Et c'est pas facile. C'est des projets qui sont sélectionnés à la loupe, mais je dirais à chaque porteur de projet de faire confiance et de ne pas dire non, mon projet n'est pas bon. Il faut oser frapper. Aller jusqu'au bout de son rêve. Et on est là à la disposition. Très bien. Donc voilà, les chercheurs de tous bords sont maintenant peut-être au courant, s'ils ne l'étaient pas avant, de la présence ou de l'existence de votre institution, de votre agence. Donc vous êtes chef de département de valorisation dans l'Envredette. Merci de nous avoir apporté cet éclairage ce matin. Donc aujourd'hui, nous allons tout de suite mettre le cap grâce à Lamia Bodbouda, notre reporter, qui s'est déplacée donc du côté des libraires. Cette fois-ci, elle a rencontré Malika Sadek pour nous. Cette libraire vraiment très passionnée nous fait quelques propositions de lecture pour cette rentrée. Elle stimule le cerveau, améliore les connaissances et la mémoire. Elle accroît le vocabulaire, développe les capacités d'analyse et de rédaction. Voici quelques bienfaits de la lecture. Et qui de mieux qu'un libraire pour nous parler des bienfaits de la lecture? C'est une chose primordiale. C'est même vital. Et c'est l'ouverture sur l'autre, sur le monde. Et c'est la connaissance. C'est l'apprentissage de tout. C'est la lecture. Je crois qu'il faudrait que ça devienne un réflexe au quotidien. Il faudrait avoir un livre tout le temps. Avant, vous savez, c'est une alimentation, c'est l'alimentation spirituelle. Entre Malika Sadek